Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne faut pas exclure l'envoi de troupes alliées au sol en Ukraine. C'était le 26 février à Paris. 3 jours plus tard, Vladimir Poutine a menacé les pays occidentaux d'une guerre nucléaire dans cette hypothèse, en faisant allusion aux défaites napoléoniennes en Russie. Emmanuel Macron affiche une ligne de fermeté face au président russe et pourtant, début 2022, avant l'invasion de l'Ukraine, il avait multiplié les initiatives diplomatiques. Récit des relations entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron avec 2 journalistes du Parisien, Henri Vernet du service politique et Charles de Saint-Sauveur, chef du service international. Le lundi 26 février, à Paris, pendant une conférence de presse, Emmanuel Macron dit quelque chose qui va faire beaucoup de bruit, Henri Vernet. Nous sommes à l'issue d'une réunion d'un mini-sommet sur le soutien à l'Ukraine. À une question d'un journaliste qui lui demande s'il n'est pas temps d'en faire plus, de monter d'un cran dans le soutien militaire à l'Ukraine, eh bien, Emmanuel Macron, il lâche une petite bombe, ou il brise un tabou, comme on voudra. Il dit qu'il n'est pas exclu d'envisager l'envoi de troupes occidentales en Ukraine au sol. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors on va voir comment on en est arrivé là, pourquoi cette phrase a fait autant de bruit, pourquoi cette position est une étape importante dans les relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Pour bien comprendre, on vous résume aujourd'hui les liens qu'ils ont entretenus jusqu'ici. D'abord, Charles de Saint-Sauveur, présentez-nous Vladimir Poutine en quelques mots. Vladimir Poutine, il a 71 ans, mais un physique très bien entretenu par des années de judo, de sport. Il n'hésite jamais à se montrer torse nu sur un cheval, caressant un tigre. Enfin voilà, une posture très viriliste qui est censée incarner la nouvelle Russie. Une nouvelle Russie sûre de ses forces, qui lave l'humiliation de l'effondrement de l'URSS. Poutine, c'est l'homme de la revanche sur l'Occident, qu'il estime responsable de l'effondrement de l'URSS. Il est aussi connu pour être un ancien des services secrets russes, le KGB devenu FSB, et il est à la tête du pays depuis bientôt 30 ans. Alors, il est à la tête du pays depuis 1999. Voilà, c'est un ancien officier du KGB, effectivement, qui a utilisé d'ailleurs les méthodes du KGB pour son ascension personnelle. Il a gravité auprès du maire de Saint-Pétersbourg avant de se rendre de plus en plus indispensable auprès de Boris Eltsine, qui était le président russe, alcoolique, malade, voilà, et qui a fini par lui céder le pouvoir en 1999. Il ne l'a plus lâché depuis, donc ça fait près de 25 ans qu'il est maître de la Russie. Alors on a choisi de commencer ce récit pendant la campagne présidentielle française de 2017. Au mois de février 2017, l'équipe du candidat Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, subit des piratages informatiques en provenance de Russie. Le scandale éclate au grand jour avec effectivement des milliers de mails, de documents internes à En Marche, des échanges, etc., pas forcément stratégiques, mais qui se retrouvent diffusés sur les réseaux sociaux, donc avec une tentative de déstabilisation très claire. L'enquête montrera ensuite qu'il s'agissait effectivement de 2 groupes de hackers russes, pilotés par le FSB. S'ajoute à cela la diffusion de rumeurs sur la prétendue homosexualité d'Emmanuel Macron. Pour Poutine, tout ce qui peut déstabiliser est bon à prendre. Lui, il avait quand même clairement choisi Marine Le Pen, qu'il a reçue à Moscou au mois de mars. Après son élection le 14 mai 2017, Emmanuel Macron reçoit un appel de Vladimir Poutine pour le féliciter. Oui, c'est un appel du président russe, comme il est courant en matière diplomatique. Il veut féliciter cet homologue, ce jeune homologue qui arrive au pouvoir en France et qu'il ne connaît pas. Ils ne se sont pas rencontrés puisque Emmanuel Macron n'avait pas joué de rôle majeur jusqu'à présent. Et pendant ce coup de fil, Macron invite le président russe à venir en visite officielle en France. L'annonce de cette visite à venir entraîne une polémique en France. Une vive polémique parce que Vladimir Poutine, c'est l'homme quand même qui est déjà sous sanctions européennes pour avoir annexé 3 ans auparavant, en 2014, la péninsule de Crimée, une partie intégrante du territoire de l'Ukraine. Vladimir Poutine est à Paris le lundi 29 mai 2017, 2 semaines après l'élection d'Emmanuel Macron. Versailles, le Grand Trianon, c'est le cadre royal choisi pour accueillir Vladimir Poutine et tenter de redémarrer la relation franco-russe. Charles de Saint-Sauveur, décrivez-nous cette visite. Macron sort le grand jeu pour Poutine, il l'invite au Grand Trianon à Versailles. Les fastes de Versailles sont généralement réservés à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, ou au Kennedy.
Là, c'est pour Vladimir Poutine. Il faut savoir que Macron joue sur les symboles et sur le temps long. C'est-à-dire que l'idée, c'est que d'inviter un président russe là où Pierre le Grand, en 1717, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, avait séjourné. Donc voilà, avec un clin d'œil très appuyé. En gros, il le soigne. Son idée, c'est d'arrimer la Russie à l'Europe, de proposer une nouvelle architecture de sécurité. Donc il y a un plan stratégique derrière et cela passe par une opération de charme avec quand même un dialogue qu'il veut franc. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à lui parler des tentatives d'ingérence dans la campagne et des organes de propagande russe que sont Sputnik TV et Russia Today. J'ai rappelé au président Poutine l'importance de plusieurs sujets qui touchent particulièrement à la fois nos valeurs et nos opinions publiques. Et j'ai à cette occasion rappelé l'importance pour la France du respect de toutes les personnes, de toutes les minorités et de toutes les sensibilités dans la société civile. 2 ans plus tard, le 19 août 2017, Vladimir Poutine est reçu par Emmanuel Macron au fort de Brégançon, dans le Var, résidence d'été des présidents français, avant un sommet à venir du G7. Sommet du G7 où Vladimir Poutine n'est pas invité à cause de l'annexion de la Crimée quelques années plus tôt, donc en 2014. Donc, que fait Macron ? Il l'invite au fort de Brégançon, qui est une double symbolique. C'est à la fois un cadre très prestigieux de la République et en même temps un cadre très intime, puisque c'est là que le couple présidentiel passe ses vacances. On se souvient d'ailleurs que Vladimir Poutine, arrivant avec un bouquet de fleurs sur le perron du fort de Brégançon, en clamant « Oh, it's a beautiful place » et en louant le bronzage des époux Macron. Après les fastes de Versailles, il y a le fort de Brégançon. À la fin de l'année 2021, le 23 décembre, pendant sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine explique en résumé que l'Ukraine est historiquement une terre russe. Il se livre à un de ses exercices de prédilection, Poutine, c'est-à-dire les grands cours d'histoire. Et surtout une histoire telle qu'il la voit, telle que parfois il la réécrit. C'est un grand révisionniste, Poutine, à tout point de vue. Donc là, il nous replonge dans les racines presque médiévales de la Russie, de l'Empire russe. La Russe de Kiev, c'est le berceau des nations slaves. Ça correspond aujourd'hui à la Russie dans son cœur historique, ça correspond à la Biélorussie et évidemment à l'Ukraine. Et c'est vrai que c'est une nation, un peuple slave qui est uni par d'abord l'ethnie, les Slaves, et puis la religion orthodoxe. Et dans cette conférence de presse fleuve, Vladimir Poutine rappelle que l'Ukraine, c'est une création du pouvoir soviétique, du nouveau régime. Ukraine, Vladimir Ilyich Lénine. Et l'Ukraine est l'une des 15 républiques soviétiques, républiques de l'URSS. Et il dit ça alors qu'on sait qu'il y a des dizaines de milliers d'hommes russes proches de la frontière ukrainienne. À ce moment-là, depuis en réalité le mois d'octobre, les services de renseignement américains n'ont de cesse d'alerter leurs alliés de l'OTAN sur la présence aux frontières de l'Ukraine de plus de 100 000 hommes de l'armée russe. Le mardi 25 janvier 2022, à Berlin, Emmanuel Macron rencontre le chancelier allemand Olaf Scholz. En cas d'agression de l'Ukraine, dit le président français, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Fin de citation. Mais Charles de Saint-Sauveur, dans les semaines qui suivent, Emmanuel Macron garde le contact avec Vladimir Poutine. Oui, il y a toujours cette idée chez Emmanuel Macron de le faire revenir en quelque sorte à la raison. Il est à ce moment-là président en titre de l'Union européenne, et donc il s'active diplomatiquement en faisant le tour des capitales et en appelant toujours régulièrement Vladimir Poutine au téléphone pour essayer de le faire revenir à la raison pour empêcher la guerre. Le lundi 7 février 2022, le président français part en visite à Moscou, initiative de la dernière chance. Henri Vernet, vous suivez ce déplacement pour Le Parisien. Qu'est-ce que le président français veut dire à Vladimir Poutine ? Dans l'avion, avant d'arriver à Moscou, il nous a parlé de sa vision et il a notamment évoqué l'idée d'une finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire d'une Ukraine qui, pour ne pas trop heurter Poutine, resterait notamment en dehors des grandes alliances, c'est-à-dire en dehors de l'OTAN. Parce que l'obsession de Poutine, sa grande récrimination envers l'Occident, c'est de dénoncer en permanence cette OTAN, cette alliance qui prend pied dans son ancien empire, c'est-à-dire dans les pays baltes, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, qui appartenaient à l'URSS et donc qui sont maintenant membres de l'OTAN. L'idée, c'est donc de proposer une Ukraine qui resterait bien en dehors de cet ensemble militaire. Ça fait partie des pistes qui sont évoquées parce qu'il s'agit là, à ce moment-là, de sauver la paix. Emmanuel Macron et le reste de la délégation française entrent dans le Kremlin, siège du pouvoir russe, par une porte dérobée. Ensuite, il est reçu
par Vladimir Poutine dans l'une des salles du Kremlin, autour d'une très longue table blanche. Fine, just fine. How are you? C'est la grande salle de réception, tout en marbre, blanche elle aussi, comme la table. Ils sont en tête-à-tête, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun conseiller diplomatique. Il y a juste les deux interprètes, mais qui sont vraiment dans des coins éloignés de cette salle immense, loin de cette table elle-même immense qui les sépare. Donc là, il y a tout un décorum qui est assez impressionnant. C'est une façon aussi pour Poutine d'affirmer, de surjouer son autorité, son espèce de supériorité, parce que c'est lui qui reçoit, qui relègue comme ça un petit peu son hôte au loin. Et puis, ce qui va accentuer ce rapport de force, c'est tout simplement que Poutine, en réalité, on n'est pas vraiment dans un dialogue. On est face à un Vladimir Poutine qui, à son habitude, déroule toute l'histoire de la Russie pour bien montrer à quel point ses ambitions, ses prétentions sur le pays de Zelensky sont légitimes à ses yeux. Quel est le bilan de cet entretien qui aura duré plus de 5 heures ? Macron était arrivé avec un certain espoir dans ce voyage. Il avait certes remarqué que ce président, depuis quelques années, avait tendance à s'isoler, à se couper du monde, mais malgré tout, il le tenait toujours pour un partenaire avec qui on pouvait essayer de négocier. Il a perdu beaucoup de ses illusions pendant cet entretien fleuve, parce que justement, il a vu Poutine ne pas écouter, mais en réalité, ce qui a été le plus glaçant dans cette séquence, c'est la conférence de presse qui a suivi le tête-à-tête entre les deux hommes. Ce type qui est toujours très monolithique, qui vous domine. On a l'impression qu'il va vous mettre une baffe dans la figure. Il est comme ça, Poutine. Et là, c'est la première fois qu'il agite la menace nucléaire. Il dit bien que Paris, et aussi Berlin d'ailleurs, ne sont qu'à 2 minutes et 2 minutes 30 de portée de missiles de la Russie. De notre côté, nous ferons tout pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde. Comprenez bien que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN avec une reprise de la Crimée par des moyens militaires, les pays européens seraient automatiquement entraînés dans un conflit armé avec la Russie. À titre personnel, je crois que c'est la première fois que j'entendais un chef d'État évoquer ainsi le risque nucléaire dans une conférence de presse ou quoi que ce soit de public. Il est 4 h du matin à Paris, 6 h à Moscou, quand Vladimir Poutine prend la parole pour déclarer la guerre. Vladimir Poutine lance l'invasion de l'Ukraine le jeudi 24 février 2022. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Le but est la protection des personnes qui, pendant 8 ans, ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev. Au départ, quelle est la position d'Emmanuel Macron sur l'aide militaire que les pays occidentaux doivent apporter aux Ukrainiens ? On évoque plutôt des sanctions économiques, une montée en puissance, puisqu'il y a déjà un régime qui est en vigueur, donc depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Mais sur l'aide militaire, non, il y a bien des promesses assez verbales qui sont faites. Il y a également d'ailleurs des choses qui prêtent aujourd'hui à sourire, qui sont des propositions, alors surtout émanant des Allemands et des pays autres que la France, mais des propositions d'envoyer des casques, des gilets pare-balles, et pourquoi pas des chaussures de marche et des GPS, on en est là. Pendant les premières semaines de cette guerre, les deux hommes continuent de se parler au téléphone. Oui, ils s'appellent régulièrement. D'ailleurs, l'Élysée met en scène ces coups de téléphone. Ils le font savoir. Ça se passe dans le salon doré de l'Élysée, avec un système qu'on appelle la pieuvre, c'est-à-dire de téléphone sécurisé, mais qui permet d'avoir à l'écoute également 4 conseillers autour du président. Ce contact est maintenu parce que Emmanuel Macron tient encore à jouer les négociateurs, toujours en son nom propre, si je puis dire, mais également en celui de l'Europe, même si cette tâche ne lui est pas réellement dévolue, parce que toute l'Europe n'est pas si unis au départ. On a les anciens pays de l'Est qui, eux, tout de suite, sont complètement sur leurs ergots et sont vraiment sur une ligne. Il faut absolument empêcher Poutine d'aller plus loin. Et des pays, disons comme l'Allemagne, la France et autres, qui malgré tout sont plus attentistes et tiennent encore à composer avec la Russie. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron aura à plusieurs reprises cette fameuse formule de « il ne faut pas humilier la Russie ». Il ne faut certes pas qu'elle gagne et qu'elle mette totalement la main sur l'Ukraine, mais l'empêcher de gagner ne veut surtout pas dire l'humilier, parce qu'il le répétera à plusieurs reprises, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Henri Vernet, le 29 juillet 2022, dans Le Parisien, vous publiez un article intitulé « Avec Poutine, des coups mais plus de coups de fil ».
parce que les relations se dégradent. En réalité, il y a eu 4 coups de téléphone depuis le déclenchement de l'invasion, donc depuis février 2022, alors qu'auparavant on en avait beaucoup plus d'une dizaine. Et non seulement il y a moins de coups de téléphone, mais il y a également des aspects qui ont beaucoup agacé en Russie. Il y a par exemple la diffusion sur France 2 d'un document qui montre justement toute l'action diplomatique de Macron sur ce terrain de l'Ukraine. Et dans ce doc, qu'est-ce qu'on voit à un moment comme image? Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui est au téléphone, entouré de ses conseillers, pendant une conversation avec Poutine. Donc c'est évidemment filmé côté français, mais on voit un Macron qui est assez autoritaire, qui est même un peu désinvolte avec Poutine. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. D'une part, c'est une façon de divulguer des secrets d'État. En tout cas, c'est comme ça que le Kremlin le perçoit et s'en offusque et proteste tout à fait officiellement, parce que c'est vrai, le fait est que ce n'est pas dans les usages diplomatiques. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu maître d'école d'un Macron qui dit à Poutine « mais tu te trompes », ça froisse beaucoup le Kremlin. Et là, vraiment, les relations deviendront glaciales, voire inexistantes, ce qui d'ailleurs permettra peu à peu à Macron de regagner un peu du crédit auprès des Européens qui, en grande majorité, lui reprochaient sa complaisance envers Poutine. Charles de Saint-Sauveur, en résumé, le plan de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine ne se passe pas comme prévu. Il pense soumettre le pays en quelques semaines, se débarrasser de Zelensky, installer un président pro-russe acquis à sa cause. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement des conquêtes de territoire, puis très rapidement des reflux, des échecs militaires. Aujourd'hui, la Russie a clairement remis la marche avant. Ils ont repris Bakhmout, ils ont repris Avivka dans le Donbass. Disons qu'il y a une sorte d'avantage territorial qui a été repris. Clairement, aujourd'hui, le conflit est gelé. La guerre risque de durer des années, mais plus aucun expert ne voit perdre la Russie, en tout cas sur le court terme. Clairement, les moyens militaires sont vraiment à l'avantage de Poutine, qui s'est mis en économie de guerre, contrairement à l'Ukraine, qui, elle, dépend énormément des aides étrangères. On est donc à présent en février 2024, quelques jours avant les 2 ans de cette guerre. Henri Vernet, sur la question de l'aide militaire à apporter aux Ukrainiens, Emmanuel Macron a changé de position ? Tout ce qui prévalait au début de la guerre, c'est-à-dire par exemple de ne pas livrer de missiles à longue portée qui pourraient aller au-delà des lignes russes, de ne pas livrer d'avions, c'était de ne pas livrer en gros des armes trop puissantes. Bon, tout cela a volé en éclats. La France n'a cessé de monter en gamme dans ses livraisons. Elle a donc peu à peu livré des blindés. Elle a été la première notamment à livrer des chars légers avec les AMX-10. Elle a été l'une des premières à livrer des missiles à longue portée, les fameux Scalp, qui vont loin, qui provoquent des destructions importantes dans les entrepôts, dans les stocks, au-delà des lignes russes. Et surtout, il y a ce fameux canon César qui est mobile, qui est très efficace et dont les Ukrainiens ont même chanté les louanges dans une vidéo pour exprimer leur remerciement. Et cette montée en gamme permanente, donc avec des livraisons qui étaient inimaginables il y a 2 ans, elle s'explique par le constat de la France de la situation extrêmement critique dans laquelle se trouvent les militaires ukrainiens sur le terrain. Le vendredi 16 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli à Paris par Emmanuel Macron. C'est une visite très importante, c'est sa 2e visite à Paris, à l'Élysée depuis le début de la guerre. Et là, il vient signer un accord bilatéral de défense avec la France. C'est un accord important parce qu'en quelque sorte, il pérennise le soutien militaire, financier, politique de la France à l'Ukraine. Il prend en compte une guerre dont on sait qu'elle va durer, qu'elle est longue, qu'elle est là, qu'elle est extrêmement éprouvante. Et donc, cet accord, il garantit que le soutien en armes, en munitions, c'est surtout ça qui manque aujourd'hui, il ne fera pas défaut. Le même jour, le 16 février, on apprend la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Il est mort à 47 ans dans une prison reculée de l'Arctique aux confins de la Sibérie. Le 22 février, 2 jours avant la date anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine fait publier une vidéo de lui à bord d'un bombardier Tupolev capable d'emporter une charge nucléaire. Oui, là, c'est carrément, comme toujours, le Poutine qui montre les muscles. Alors, en Russie, on l'appelle le cygne blanc. Enfin, c'est un aéronef qui est capable de transporter des charges nucléaires. Pour Poutine, c'est évidemment l'occasion de
de brandir un message très clair, une menace à l'encontre des Occidentaux. Ne cherchez pas la Russie, qui possède l'arme nucléaire et peut s'en servir. Ce jour-là, le 22 février, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est à la radio sur RTL et il dénonce des agressions de la part de la Russie. Oui, il dévoile des actes très précis de la part des forces russes qui viennent intimider les Français, qui viennent parfois les menacer. Donc ça peut être par exemple des chasseurs français qui sont approchés par des appareils russes qui viennent les allumer, c'est-à-dire les tester un petit peu au radar comme s'il y avait un affrontement. Alors ça, c'est une pratique qui remonte un petit peu aux années de la guerre froide, donc il y a assez longtemps. Donc clairement, c'est une intimidation des forces armées. Et puis, il y a également décrite par le ministre Lecornu, des opérations de guerre hybride, c'est-à-dire de désinformation, ça c'est très régulier, des officines russes. Et ça, on va le voir de plus en plus, et c'est important pour nos auditrices et nos auditeurs, sur des infrastructures civiles, sur des mairies, sur des hôpitaux. Là, on a eu une menace. On a eu un certain nombre d'attaques contre des hôpitaux. On a plutôt une menace cyber qui peut plutôt être criminelle, à des fins de chantage, de rançonnage. Mais en fait, on voit bien derrière, quand on enquête, quand on remonte, quand on attribue ces attaques, de plus en plus, ce sont des proxys russes qui sont derrière, avec toute la déstabilisation que cela peut donner, y compris pour notre économie, mais y compris pour une radio comme RTL. Bref, c'est toute une série d'actes hostiles qui, pendant toute une période, étaient plus ou moins classifiés, qui n'étaient pas vraiment rendus publics par la France. Mais là, c'est le contraire. Lecornu dévoile d'un seul coup, donc y compris ce qui est le plus menaçant, c'est-à-dire les actes militaires. Pourquoi le fait-il ? Parce que depuis le 16 février, la mort donc de Navalny, une mort qui est attribuée par la plupart des chancelleries dans le monde à Poutine très directement, et puis très concrètement, cette reprise de terrain des forces russes sur le terrain en Ukraine, il y a un très net durcissement de la position de Paris, de la position de Macron par rapport à Moscou. Le lundi 26 février, un sommet de soutien à l'Ukraine est organisé à Paris, en présence de 27 pays. Et en fin de journée, Emmanuel Macron répond aux journalistes pendant une conférence de presse. Et on en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Il est interrogé sur l'éventuel envoi de militaires occidentaux au sol en Ukraine. Il est 23h à l'Elysée, la nuit est tombée, les dirigeants qui avaient participé à la réunion sont partis. Emmanuel Macron, lui, il tient sa conférence de presse et lorsqu'il est interrogé sur les moyens décidément de monter en puissance dans l'aide aux Ukrainiens, il lui est demandé si il ne serait pas question un jour d'envoyer carrément des militaires, des troupes occidentales sur le sol en Ukraine. Et là, à la surprise générale, Emmanuel Macron brise un tabou et il répond « oui, ce n'est pas exclu ». Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Charles de Saint-Sauveur, cette déclaration d'Emmanuel Macron est mal perçue par de nombreux pays partenaires de la France. Oui, parce que cette déclaration semble complètement isolée, le fait d'un seul homme, Emmanuel Macron, sans concertation avec les partenaires, et qu'elle constitue une sorte de marche supplémentaire vers la possibilité d'un conflit direct avec la Russie. Alors là, il y a effectivement une sorte de tollé, en tout cas une réponse très sèche de la plupart des partenaires européens, et notamment la réponse d'Olaf Scholz qui dit qu'aucun soldat ne sera envoyé en Ukraine. Henri Vernet, à l'Elysée, on assume cette prise de position. On l'assume d'abord parce que Macron, il aime bien avoir raison malgré tout le monde ou contre tout le monde, et donc il tient mordicus à cette déclaration. D'abord, il répète bien qu'il s'agit d'une hypothèse. À aucun moment, il n'y a des plans, des scénarios faits par l'état-major pour déployer des soldats français ou d'un autre pays de l'OTAN. Néanmoins, il dit, et d'ailleurs avec un certain agacement quand on lui repose la question, que il y en a assez en quelque sorte de se poser nous-mêmes, nous occidentaux, des lignes rouges, de se poser des limites, alors que à la fin, qui a déclenché la guerre ? Eh bien c'est Poutine. Qui n'a aucune limite ? Eh bien c'est Poutine. Donc il fait ça pour, d'une certaine manière, rétablir, restaurer cette grammaire de la dissuasion, comme l'appellent les militaires. Comment réagit le Kremlin à cette déclaration d'Emmanuel Macron, Charles de Saint-Sauveur ? Alors c'est Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui s'y colle. Ça commence relativement doucement. Il n'est pas dans l'intérêt de l'Occident d'envoyer des troupes. Peskov dit que ça rendrait le conflit absolument inévitable entre l'OTAN et la Russie.
Le jeudi 29 février, Vladimir Poutine est à la tribune devant l'Assemblée fédérale, le Parlement russe. Il est par ailleurs à ce moment-là en campagne pour sa réélection. Un scrutin sans enjeu, sans réelle opposition qui va se tenir du 15 au 17 mars. Son discours dure plus de 2 heures et il présente la Russie comme menacée par les pays occidentaux. Oui, il dit clairement que les forces de l'Alliance se préparent à frapper le territoire russe et il met en garde les pays occidentaux, très clairement, là vraiment de façon absolument non allusive. Ils doivent comprendre que nous avons aussi les moyens d'atteindre des cibles sur leur territoire, comprendre via l'arme nucléaire. Henri Vernet, suite à ce discours, vous partez faire un reportage en Finlande, pays frontalier de la Russie, pour voir comment les Finlandais perçoivent cette menace. La Finlande qui a 1300 km de frontières communes avec la Russie et qui fait partie de l'OTAN maintenant depuis avril 2023. Oui, c'est vraiment le pays qui est en première ligne face à la Russie, qu'il était du temps de l'URSS, redouté, et qu'il est redevenu avec de nouveau une certaine tension, puisqu'il faut le rappeler, la Finlande, elle vient d'adhérer à l'OTAN. Et ce qui est frappant, c'est que les Finlandais sont plutôt calmes. D'abord parce qu'ils se préparent depuis longtemps à résister à un éventuel conflit avec la Russie, qu'ils ont d'ailleurs déjà connu par le passé, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis, bien que neutres, ils ont toujours développé une armée pour le coup purement défensive, qui est assez efficace dans le sens où tous les Finlandais, aujourd'hui encore, font le service militaire et une fois qu'ils ont terminé leur service actif, ils restent réservistes. Il y a des abris partout, par exemple Helsinki, la capitale, c'est un sous-sol rocheux qui est un gruyère parce qu'il y a ces abris qui sont là avec des réserves de vivres qui sont obligatoires pour chaque citoyen, pour chaque famille finlandaise. Bref, c'est un pays qui est extrêmement organisé en cas d'une guerre possible. Henri Vernet, est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire aujourd'hui? Est-ce que les pays occidentaux risquent de devoir entrer en guerre contre la Russie? On a face à face la Russie qui est immense, dont les ambitions paraissent illimitées avec à sa tête un dictateur paranoïaque, et d'un autre côté une alliance atlantique, l'OTAN, qui est militairement puissante, qui a tout à fait les moyens de stopper un Poutine. Donc aujourd'hui, une guerre, oui, paraît possible, même si, dans le camp occidental en tout cas, tout le monde s'emploie à l'éviter. Merci à Henri Vernet et Charles de Saint-Sauveur. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Confidence de médaillés d'or olympique au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.